Salut à tous et bienvenue sur GTV, on se retrouve pour une vidéo fleuve consacrée à l'éveil psychique, la guerre mécanique. Donc, eh bien c'est parti. Donc je ne voulais pas le faire en version narrative parce que ça demande vraiment beaucoup de temps. Et puis au final, j'aime bien aussi le côté donner un petit peu son avis et je sais que ça vous avait plu aussi. Donc on va y aller. Hop, je passe un petit peu les premières pages et puis on va aller directement vers le début de l'histoire. Alors, vague de puissance. Qu'est-ce qu'on vous apprend? On vous apprend que bien entendu, l'ouverture de la cicatrice Maledictum est une malédiction pour tout l'Imperium et aussi surtout pour l'Adeptus Mechanicus, parce que l'Adeptus Mechanicus en fait a basé vraiment sa puissance sur tout ce qui est réel, concret, physique, mathématique, et bien entendu l'ouverture de la grande faille et la perturbation des lois physiques, et bien du coup ça va vraiment à l'encontre du dogme de l'Adeptus Mechanicus, ce qui fait que bien entendu leur puissance en fait va s'amoindrir. Sans compter qu'en fait ils sont perpétuellement à la recherche de nouveaux standards de construction standardisés, les fameux STC, et s'il est de plus en plus difficile de voyager à travers la galaxie, et bien automatiquement il est de plus en plus difficile pour eux de remettre en fait la main sur ces technologies perdues. Et puis bien entendu en fait, étant donné que l'Imperium c'est une multitude de mondes qui sont liés les uns aux autres, et bien forcément l'influence du Mechanicus et puis de Mars en priorité, là on va vraiment s'accentuer sur Mars, et bien du coup va perdre en fait de sa puissance. Et puis vous savez bien sûr, si on perd de la puissance, ça ne va pas. Donc première chose, l'Adeptus Mechanicus, et Mars en l'occurrence, a peur de perdre en fait de la technologie et aussi a peur, et ça c'est assez intéressant, que certains mondes en fait fassent sédition. Et c'est vraiment une des premières raisons en fait. Ils ont peur de, et bien voilà, que perdus hors de toute influence, les mondes fassent sécession et deviennent indépendants et du coup ne répondent plus à Mars. Et c'est pour ça en fait qu'ils vont réaffecter leurs flottes d'expédition, qui sont a priori des flottes de recherche, en flotte de récupération. Donc dans le sens où ces flottes-là vont repartir, renouer en fait contact avec les mondes forges qui sont sous la houle en fait de Mars et puis des autres planètes qui envoient en fait comme ça leur flotte. Et leur but, c'est bien sûr d'essayer de les aider s'ils sont sous l'emprise des démons, mais aussi au cas où ils auraient envie de faire sédition, et bien de leur rappeler que ça se passe pas comme ça en fait. Alors là, on va avoir un premier personnage, c'est le Magos Xukrol, qui est à la tête d'une des trois grandes flottes de récupération de la planète. Donc lui, il va s'orienter en fait vers leur Segmentum Tempestus. Et puis au sein de sa flotte, on vous dit qu'il y a pas mal de choses, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement de l'Adeptus Mechanicus, mais que vous allez aussi avoir bien sûr les maisons de Night avec quelques... alors, on n'a pas vraiment encore de valeur, mais enfin de nombre d'unités, mais beaucoup de Night en fait, et une lance en fait qui est une coalition de... Alors elle s'appelle la Marche Pada, qui est une collection de nobles issus de plusieurs systèmes. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est que à leur tête, il y a la baronne Sorden de la maison Terrine. Alors ça c'est assez intéressant parce que au final Terrine, c'est plutôt une maison qui est traditionnellement rattachée en fait à l'Imperium, c'est-à-dire au côté empereur, et pas Omni-Messie, contrairement à d'autres maisonnées qui elles vont plutôt être assujetties plus ou moins, ou qui ont plutôt prêté allégeance à l'Adeptus Mechanicus. Là c'est du coup pour ça assez étonnant en fait qu'on retrouve la maison Terrine. Alors après c'est une maison c'est un peu les ultramarines des Knights, hein, ils sont pas en bleu d'ailleurs, c'est pour vous montrer que c'est vraiment la maison dominante, mais c'est vrai que là ça va un petit peu à l'encontre un petit peu de leur... je ne suis pas sûr qu'une maison qui soit assujettie comme ça à l'Imperium plus qu'à l'Adeptus Mechanicus soit vraiment mis à la tête de toute la marche des chevaliers. Donc, mais bon voilà. Après on va bien sûr trouver des vaisseaux de l'Astra Militarum, des sœurs de bataille, et ça c'est... Je trouve aussi que c'est assez étonnant qu'au final, les sœurs de bataille sont mises comme ça à contribution un petit peu à chaque fois. Alors, bien évidemment, si on voit le côté un petit peu marketing des choses, c'est une armée qui vient de sortir, donc c'est normal qu'on en parle beaucoup pour faire plaisir, pour donner aussi la possibilité d'avoir des missions avec les sœurs de bataille, etc. Mais c'est vrai que fort logiquement, ce serait plus à l'Adeptus Astartes de remplacer en fait les sœurs de bataille, étant donné que les sœurs de bataille sont... Après, leurs pouvoirs peuvent être quand même intéressants parce que c'est vrai que leur ordre a pour but de lutter aussi contre le chaos, mais l'hérésie,
mais c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Et puis d'autant plus qu'en fait, ils vous disent qu'il n'y a pas d'Adeptus Astartes avec eux, donc je trouve ça assez étonnant. Alors, bien sûr, le voyage warp est rendu très difficile, parce qu'on a une époque où et en fait, ça aussi c'est quelque chose que je trouve un petit peu too much parfois, c'est que à chaque bond en fait dans le warp, hein, qui sont que des micro-bonds en fait, parce qu'en fait on peut plus voyager aussi sereinement que c'était le cas avant la cicatrice Maledictum, et bien en fait il y a des tas de vaisseaux qui sont simplement perdus dans le warp, et vu le nombre de pertes qu'ils nous décrivent à chaque bond dans le warp, à la limite, c'est presque à se demander si ça vaudrait pas le coup de se restreindre en fait et de rester en fait en mode défensif. Et d'où le grand courage encore une fois de la croisade Indomitus. Et ça, je pense qu'on va en entendre parler assez fortement. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, ils en perdent tellement, et même les navigateurs en fait. Et les navigateurs, à chaque saut warp en fait, vous avez quelques navigateurs qui y passent, simplement qui donnent leur vie simplement pour ce saut warp. Et vu le taux de perte et vu la rareté en fait des navigateurs, je pense qu'à un moment donné, ce serait vite très peu utile en fait de lancer des croisades comme ça, même pour aller sauver des monts de forge ou récupérer en fait des STC. Bon voilà, après, il faut bien qu'il se passe quelque chose, hein, sinon si tout le monde reste à la maison, il ne se passe pas grand chose dans l'univers. Alors qu'est-ce qu'on apprend d'autre? On apprend que durant justement cette croisade un peu de reconquête, eh bien, les magos tentèrent d'utiliser en fait toutes les armes à leur disposition et utilisèrent des armes instables, voilà, histoire de vraiment détruire hein, au maximum et de mettre en fait tout leur poids dans la balance contre justement le warp. Malheureusement, et on arrive juste ici, malgré tous les efforts et toute la puissance de Mars et de sa troisième flotte, enfin on ne sait pas si c'est la troisième en termes de... Enfin il y a 3 grandes flottes, donc on ne sait pas si c'est la plus grande, si c'est la deuxième, la troisième, mais quoi qu'il arrive, on imagine que c'est une des flottes les plus colossales que peut réunir en fait l'humanité, hein. Donc hormis la croisade Indomitus bien sûr, mais c'est quand même présenté comme vraiment le plus grand rassemblement qu'on peut réaliser. Et bien malgré tout, alors qu'ils sont en train de regarder différents monts de forge qui sont mis à mal justement par les forces du chaos, soudain une tempête warp s'intensifie, et tandis que Kroll et ses conseillers continuent à observer les images avec une fascination morbide, la flotte entière fut engloutie par un vortex d'énergie. Et là encore une fois, certains vaisseaux disparurent, d'autres furent simplement détruits, et au final, la seule chance de survie de toute la flotte, c'est de suivre un signal qui parvient en désespoir de cause à Kroll. Et donc il se lance à l'aveuglette pour la seule piste hein, qu'il peut avoir comme ça, donc autant dire qu'on est plutôt mal parti. Hein. Mundus Malefica. Donc là on va vous parler en fait du Mont de Forge Soelish à Ordextag. Alors c'est un peu chaud hein, les prononciations. Voilà, donc c'est un Mont de Forge en fait qui était assailli constamment par les orques qui venaient faire des raids pour avoir et des munitions et des esclaves. Et au bout d'un moment, eh bien la résistance a affaibli et tombé, et donc le monde a été abandonné et déclaré comme perdu. Et c'est à ce moment-là qu'une fois que les orques en fait sont partis ailleurs, parce qu'ils sont attirés bien sûr que par la guerre et qu'il n'y avait plus grand chose à y faire, et bien du coup des forces du chaos se sont implantées en fait. Et comme c'était un monde forge, et bien les tech priest du côté obscur, donc ceux qu'on appelle les hérétèques, c'est assez amusant ça, j'avais jamais vu d'ailleurs ce terme, c'est les hérétiques technologiques, hein, donc les hérétèques, ça je trouve ça assez sympa, du coup se sont appropriés ce monde et ont commencé à construire sur les ruines des anciens mondes forges pour réutiliser en fait toutes les installations qui avaient été faites pour créer une machine. Alors je sais pas si elle a été nommée, je me rappelle plus, mais en fait le principe c'est de creuser en fait jusqu'à la croûte, jusqu'au cœur même de la planète, et puis d'y enfermer en fait toute une flopée de démons et de les enchaîner et de les torturer pour que leurs hurlements et leurs douleurs en fait soient transmises à travers le plus de réceptacles possibles, et comme ça en fait ils créent tout un réseau autour du noyau de la planète, et tout ça c'est amplifié et avec des sortes de grandes antennes, un petit peu à l'image en fait des piliers de Cadia, mais en mode plutôt agressif et qui va développer les failles warp, et bien de transmettre ça en fait, toute cette énergie démoniaque dans l'espace réel et d'augmenter en fait la faille de la sirène. Alors je peux vous la montrer maintenant parce qu'on est juste ici et ça me paraît intéressant de regarder cette carte là en même temps, et pour une fois je trouve qu'il y a justement un lien qui est assez intéressant et où on apprend un petit peu sur toutes ces failles là. Donc ça va se passer ici, vous voyez, donc vous avez Ordexphone, pardon, qui est un peu dur à prononcer, voilà la planète qui est dans le sous-secteur Soelish, qui est ici, et qui est en fait, vous voyez, à l'origine de la tempête de la sirène. Et en fait ce qu'on apprend,
c'est que c'est justement les machinations de ce monde forge perverti, donc des hérétèques, qui est à l'origine, enfin le Mechanicus noir hein, si vous préférez, qui est à l'origine en fait de la tempête de la sirène, et que le fait que cette énergie en fait soit déversée de par le cœur même de la planète, et que cette planète tourne autour de son soleil, de son étoile, etc., crée en fait une sorte de tourbillon qui engloutit en fait bien sûr tous les mondes qui sont autour, même des mondes qui ont été sauvés de l'explosion de la cicatrice Maledictum, se sont trouvés après plus tard engloutis par la tempête de la sirène, et on voit en fait que le but c'est simplement de mener en fait la tempête et de la faire grandir jusqu'à Mars et jusqu'à Terra en fait. Donc voilà en fait le but de ces adeptes. C'est pour ça que cette carte-là, je la trouve assez intéressante et c'est pour ça que ça prend tout son sens que la tempête en fait ait cette forme-là. Voilà. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, vous voyez comme là on a appris ici le passage ici et le passage ici, là l'Empire Tau, etc. Je trouve que c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure de ces tomes, il nous donne en fait comme ça des petites clés pour mieux comprendre en fait la carte de la galaxie. Voilà. Sous couvert bien sûr que la carte ne soit pas trop modifiée dans les mois à venir. Alors les technoprêtres, ou les hérétèques, on peut les appeler comme ça, j'aime bien ce terme, du coup pour se faire aider en fait dans leur entreprise et pour un petit peu mettre en place en fait leur pouvoir et pas être embêtés des fois qu'il y a des flottes d'invasion ou de récupération justement qui viennent, ont passé un pacte avec la maison Lucaris et alors là c'est pareil, Warsk je sais pas, je suis pas très fort, donc je sais pas, on va l'appeler Warsk, allez, on va dire Warsk, du coup qui est en fait le dirigeant de la maison Lucaris, qui est une maison bien sûr dévouée au chaos, une maison d'Imperial Knight, enfin d'anciens d'ex-Imperial Knight qui ont été pervertis par le chaos, et qui a su rassembler aussi quelques Dreadblade, donc c'est l'équivalent des Freeblade mais du côté du chaos, pour justement sécuriser en fait tout ce domaine-là, sous couvert que la planète lui était donnée, et en fait lui ce qu'il cherche aussi c'est à prouver en fait sa puissance et que sa renommée en fait de terreur aille jusqu'à Terra, tout simplement, et c'est ce qui le motive, et donc il a érigé une grande citadelle de plusieurs dizaines de kilomètres qui protège en fait le puits, qui est le puits dans lequel en fait on vient creuser pour aller jusqu'au noyau et puis mettre en fait ces démons là et faire ressurgir en fait toute leur énergie pour agrandir en fait la tempête de la sirène. Voilà, et c'est ici qu'intervient justement le signal capté par Kroll juste avant, et bien c'est justement en fait le résultat de cette énergie en fait qui est déployée en fait dans le War, parce que comme en fait ils se sont appuyés sur des constructions impériales, et bien en fait il y a des codes pervertis mais qui restent quand même à connotation plus ou moins impériale, et donc du coup ben, évidemment la flotte de Kroll elle détecte en fait ces signaux là, et une fois que ça a été un peu plus ou moins traité, passé à la moulinette anti-psy, on détecte quand même des signes de perversion par le chaos, mais des signes quand même impériaux, donc on sait qu'il y a un monde forge qui a été assailli, et c'est ce vers quoi s'en va Kroll. À cette pensée, une boucle récurrente de haine se manifesta à nouveau dans les sous-programmes de Kroll. Indissoluble, illogique, changeante, immonde, les pertes étaient inévitables et son plan mettrait en danger de vénérables Knights. Mais l'Omnimessie était avec lui, se disait-il. L'Omnimessie est le dispositif varlien. Donc, là encore, on va voir ce que c'est le dispositif varlien. Alors on revient quand même un petit peu sur cette carte, donc en fait ce qu'on vous montre ici c'est simplement les trajets des différentes flottes en fait de récupération. Donc voilà, celle de Kroll c'est la numéro 4, donc c'est celle-ci qui était partie vers Griffon 4, mais qui au final à ce point de trajet en fait a dévié pour aller justement à l'origine de la tempête de la sirène. Voilà. Après alors qu'est-ce qu'on apprend, donc c'est assez codé, mais là il y a un petit passage assez sympathique. Donc flotte de récupération, objectif rallumage des forges de la ceinture de Coris, axiome, donc c'est qu'on va faire purification par dispersion de particules zeta. Voilà, donc parce qu'en fait le Mechanicus a autorisé en fait l'utilisation d'armes antiques afin de justement éradiquer toute souillure du warp, et on vous dit après que la décontamination des effets de fureur rayonnante estimée à 373 années terriennes standard. Donc voilà, l'utilisation de l'arme, mais ça c'est typique hein, de l'Imperium et puis de ces temps-là où eh bien c'est pas grave si toute la population est détruite, c'est pas grave, si tout est détruit, c'est pas grave. On a le caillou stérile qui est la planète, on va le récupérer, on va reconstruire dessus, et puis les ressources avant tout, voilà. Mais du coup, voilà, on a les armes Zeta, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme arme? On a aussi un dispositif d'incinération moléculaire des composants souillés par injection de magnaventilation, voilà. Donc quelque chose d'a l'air bien technologique. C'est ça l'avantage aussi du Mechanicus, c'est vraiment qu'on peut se faire plaisir avec des choses comme ça un petit peu sorties de nulle part.
Technis Obligatus. Donc là, on arrive en fait à la confrontation entre justement la flotte de Kroll et puis les hérétiques sur la planète. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'on vous apprend que bien évidemment au sein de une organisation aussi grande que l'Adeptus Mechanicus, et bien en fait il y a des multitudes de sous-cultures et on va dire de sous-branches qui vont pas forcément aller dans la même direction. Et puis un petit peu comme je veux dire un petit peu comme les instances politiques modernes, hein, vous voyez, on n'a rien... Enfin si, du coup on a inventé parce que c'est le futur, donc voilà. Mais on va retrouver en fait des entités qui vont se tirer un petit peu dans les pattes. Et Kroll fait partie de ce qui s'appelle les dents du rouage. Et les dents du rouage, leur particularité, c'est de croire que... Enfin, c'est de lutter absolument contre toute forme de pouvoir psychique parce que ça va complètement à l'encontre du dieu-machine et la logique doit l'emporter sur les pouvoirs psychiques. Et c'est pourquoi il se fait un devoir d'éradiquer toute trace psychique de l'Imperium. Voilà. Et donc, le petit dispositif varlien, donc ça c'est un petit passage assez intéressant. Je trouve que ce livre il est vraiment plus intéressant que celui qu'il y avait un petit peu juste avant, par exemple sur les avancées en fait dans le fluff, hein, les choses commencent à se mettre en place, vous allez le voir. Donc en fait, comment le Dominus Kroll a réussi à avoir son dispositif varlien? Et bien en fait, lui-même ne le sait pas trop. Il l'a récupéré d'un tech priest inconnu qui contacta en fait son ordre, donc les dents du rouage. Il voulait pas partager en fait d'informations. Tout ce qu'on pouvait voir, c'est qu'il y avait des petits serviteurs insectoïdes qui grouillaient sous ses robes. Donc mes amis, si vous n'avez pas compris l'idée, c'est simplement une petite connotation nécron-tigre, etc. Donc avec les petits insectoïdes, hein, des petites mécarachnides. Et en fait, simplement, il explique, ce magos explique que lui et ses maîtres ont construit en fait un annihilateur, comment ça s'appelle, le nullificateur je crois, en fait qui est censé détruire toute présence du warp dans son rayon d'action. Et en fait cette bombe si généreusement construite est donnée comme ça à une autre faction pour pouvoir la tester en fait sur le terrain. Et bien sûr, eh bien, les dents du rouage acceptent ce présent et puis prennent à leur charge d'aller le tester en fait, hein, sans demander ni quoi ni où est ni comment. Et puis voilà, donc l'individu en plus alors quand les dents du rouage interrogèrent leur hôte sur l'origine du dispositif, il se contenta de ricaner et répondit qu'il pouvait tout aussi bien venir des portes de Varl, une expression se référant à une région hantée de l'espace, synonyme de connaissance interdite. Mais les dents du rouage étaient trop impressionnés par son présent pour s'irriter de cette réponse laconique. Voilà. Bon, là encore une fois, je pense que les gars sont vraiment pas très méfiants, hein, surtout à l'époque du 41e millénaire, mais toujours est-il que Kroll se trouve en possession de ce dispositif, hein, donc a priori hein, créé par les Nécrons, pour aller justement lutter contre le chaos directement. C'est là où encore une fois je vous dis les pièces commencent à s'assembler. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que justement que les Nécrons vont utiliser l'Imperium à son avantage pour aller mener des guerres en fait qu'il n'a pas envie de mener lui-même, c'est tellement plus pratique. Donc comment ça se passe? Eh bien, ça se passe pas forcément très bien. Au début, le plan se déroule sans accroc, bien sûr, tout a été calculé. Le problème, c'est que dès qu'en fait, il rentre en fait dans la citadelle, eh bien, la citadelle, le Kisberg, c'est comme ça qu'elle s'appelle, eh bien, en fait, c'est une citadelle mobile avec des murs qui peuvent en fait changer de place, tel un labyrinthe en fait, et puis il y a plein évidemment de pièges, ce qui fait qu'au fur et à mesure, eh bien, les forces diminuent de plus en plus, et que Kroll en fait n'est plus capable d'aller jusqu'au bout pour poser en fait sa bombinette, et que du coup il se retrouve à devoir la laisser à un endroit qui n'est pas forcément l'endroit qu'il avait prévu à la base, mais bon, il le laisse avec quelques serviteurs qui se sacrifient pour la grande cause du Mechanicus, et puis il active simplement le dispositif à distance. Et qu'est-ce que ça nous fait? Phare de la corruption. Alors on va pas savoir tout de suite ce que fait la bombinette. Par contre, ce qui se passe, c'est que alors que Kroll est en train d'attaquer la citadelle et essaye justement de mettre en fait sa bombinette à l'intérieur, et bien de l'autre côté, il y a une force de Night qui est en train d'attaquer la spire résonatrice. Donc c'est cette antenne justement qui envoie des signaux à travers tout l'Imperium et qui fait a priori grandir justement la faille de la sirène. Et en fait, je vais passer assez vite parce que bon, qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure qu'il s'approche en fait de la spire? Du coup, il y a des démons qui vont apparaître. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment l'alliance en fait des 4 dieux du chaos, c'est-à-dire qu'on va avoir du Slanesh, du Tzeentch, du Nurgle et du Khorne
qui vont venir s'allier et mettre en fait leurs différents côtés pour essayer de lutter justement contre les Knights qui viennent eh bien, détruire la tour. Donc grosse bataille, je vous passe les détails parce que ce serait c'est du classique. In extremis, dans un dernier sursaut, eh bien, le sacrifice de Sir Morgan a permis de faire gagner du temps et donc Sir Deckard enfonce dans son gantelet Thunderstrike du Knight errant dans la structure de la spire résonatrice et en détruit le système d'alimentation. Et voilà, ce qui fait disparaître en fait tout simplement la Firewarp. Donc je vous avoue que c'est quand même assez sympathique à lire, mais c'est vrai qu'à raconter c'est juste une bataille remplie un petit peu de détails. Donc je vous invite voilà, à faire pause si vous avez envie, vous regardez l'image et puis nous on passe à la suite avec Honneur et Obsession. Tandis que le Dominus Skrull attaquait simultanément plusieurs points de Keseberg, la baronne Sorden lançait un assaut frontal contre les portes de la forteresse. Car elle avait entrevu des visions de sorcellerie et d'assemblée de damnés. Alors ce qui est assez sympathique, c'est que, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais la baronne Sorden, en fait, elle s'est fait à charge de lutter contre toutes les manifestations psychiques. Cependant, elle est très à l'écoute des psycheurs assermentés impériaux et elle croit beaucoup au tarot en fait de l'empereur. Donc il y a ces petits côtés antinomiques justement entre ce vers quoi elle s'est engagée de lutter et ce qu'elle suit en fait tout simplement. Donc voilà, alors comment ça va se passer ce combat? Bien évidemment, au début, ça se passe plutôt bien. Donc là, on vous apprend qu'il y a à peu près 24 Knights qui sont envoyés, donc sous la représentation de 3 lances différentes. Donc les lances, hein, c'est un dispositif de combat de Knight. Et puis, au début, ça se passe plutôt bien, parce que ceux qui ont des armes à longue portée, pilonnent à longue portée. Dès qu'il y a un mur qui se rapproche d'un mur, et bien c'est ceux qui ont des armes à courte portée qui sont protégés à l'intérieur du dispositif, qui peuvent rentrer en action. Et puis, il y a tout un système de chevauchement en fait des champs de protection des Knights qui font que dès qu'il y en a un qui commence à s'affaiblir, et bien du coup il passe en retrait et puis c'en est un qui a eu le temps de se régénérer, qui repasse devant pour comme ça essayer d'essuyer un maximum le pilonnage sans perdre trop de terrain. Et donc bien sûr ils réussissent à surcharger les défenses de la porte et puis à arracher en fait la porte avec des coups de gantelets et les pieux, là, les canons siège breakers, tout ça, comment on appelle ça, vous savez ce que vous avez sur le Knight, là, voilà, je vous mets une petite image, ce sera plus simple, ça c'est très sympa. Voilà, et alors qu'ils rentrent en fait dans la citadelle, et ben c'est là qu'ils s'aperçoivent aussi, à l'image de Kroll, que cette citadelle est vraiment extrêmement bien défendue, que les murs sont constamment en train de changer, qu'il y a des positions cachées, et il y a aussi bien sûr les Knights Renegats, les Chaos Knights qui viennent au corps à corps, et comme eux ils sont plus, vous voyez, on le voit un petit peu sur cette image là, je trouve que l'image là encore une fois est très très bien choisie. On voit qu'ils vont avoir justement la prédominance au corps à corps, et puis comme eux peuvent justement profiter de la défense en fait du Keseberg, et bien il apparaît assez vite que les forces de Sorden vont se faire décimer et qu'elles s'aventurent vers une défaite inéluctable. Donc même si son cœur brûle en fait de détruire un maximum d'hérétiques, elle sait qu'elle a quand même à charge une partie de sa maisonnée et qu'elle ne peut pas se permettre de sacrifier en fait comme ça en vain juste pour la gloire ses effectifs, donc elle leur donne en fait la retraite. Et au fur et à mesure qu'elle part en retraite, bien sûr non sans causer quelques pertes, et bien elle aperçoit en fait au loin, près de l'endroit justement où les forces du Mechanicus se battaient, une explosion d'énergie qui grandit, et au fur et à mesure que cette vague d'énergie en fait s'avance, donc on imagine qu'elle avance un petit peu lentement quand même, parce qu'elle attend de voir tout ça, et bien en fait dès qu'elle rencontre en fait un serviteur Skitarii, il se met en mode off, il est complètement éteint, il n'y a que ceux qui ont des attaquables qui réussissent à survivre, et en fait dès que ça touche aussi les Knights, et bien en fait ce qui se passe c'est que les ghosts à l'intérieur des Knights, donc là si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la petite vidéo où j'avais fait à la sortie du Codex Imperial Knight, où justement on vous explique qu'il y a des esprits qui sont rattachés dans le sarcophage en fait du Knight, et que tous les anciens occupants en fait sont justement aussi à l'intérieur, et bien en fait ils sont tous vaporisés et l'esprit même du pilote est absorbé et détruit. Donc c'est-à-dire que tous les Knights en fait tombent, que ce soit ceux du chaos ou ceux qui sont impériaux, tous ceux qui sont touchés par ces ondes d'énergie en fait sont annihilés, et que toutes les forces du chaos présentes sont elles aussi annihilées complètement. Seuls survivent ceux qui n'ont pas de présence en fait, enfin ceux qui n'ont pas de pouvoir warp, qui n'ont pas besoin de puissance un petit peu psychique pour s'en sortir, et Sorden a un petit peu de chance, et du coup la vague s'arrête avant de l'atteindre, et elle remercie bien sûr le tarot de l'empereur de l'avoir guidé, et puis l'empereur et l'omnimessie bien sûr de leur clémence et de les avoir protégés justement, voilà. Et donc au final quand elle se retrouve avec Kroll, elle l'interroge sur l'origine de cette vague d'énergie, elle dit mais
d'où vient cette vague d'énergie, ça vient justement de votre position, est-ce que c'était le dispositif? Et en fait Kroll du coup est assez se perd un petit peu dans ses explications, il est un petit peu incohérent, et puis il dit bon, de toute façon c'est des pertes acceptables, et puis l'important c'est de triompher, voilà, on a reconquis le monde, enfin plus ou moins, hein, parce qu'on ne sait pas exactement encore ce qui s'est passé à l'intérieur en fait de la citadelle, et donc c'est à ce moment-là qu'elle comprend que la perte de tous les chevaliers, de tous les knights qui ont été pris dans cette aura en fait, sont justement le fait de cette bombe, et bien écoutant que sa rage en fait, elle attrape Kroll, et elle broie en fait toute sa partie inférieure et puis elle l'emmène dans son vaisseau, voilà, sans doute pour l'interroger un petit peu plus longuement, voilà, essuyant vers sa barge de débarquement sans tenir compte de ses hurlements ni des tirs insignifiants de ses Skitarii. Voilà, donc ça c'est pas très bien terminé pour Kroll. Et pendant ce temps-là, Kroll en fait envoie un signal nosphérique pour dire du coup qu'il a été capturé en fait par la maison de Knight, et donc du coup il faudrait envoyer des troupes pour venir justement le défendre, le reprendre, et justement sur son vaisseau amiral, là, le Regulus Prime, tout le monde se prépare à lancer l'assaut pour justement attaquer les alliés, les ex-alliés de la croisade des Knights, mais au final, les démons en fait prennent conscience que au sein du vaisseau Mechanicus, en fait, il y avait ce justement dispositif qui permettait de nullifier toutes ces énergies démoniaques, toutes les énergies du chaos, et donc se disent qu'ils sont, c'est leur cible prioritaire. Donc ils attaquent, et ils attaquent forcément en utilisant les magnifiques Firewarp. Donc en fait tout simplement au milieu des vaisseaux, et bien simplement des Firewarp apparaissent, et des créatures se déversent, détruisant tous sur leur passage. C'est dire quand même un petit peu la force en fait du chaos, hein. On peut se dire même à la limite pourquoi c'est pas une technique qui est là plus souvent. Je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu trop mis en avant et un petit peu trop facile, et qui du coup pourrait vraiment changer les choses assez facilement, parce qu'on imagine aussi que on peut pas forcément, les vaisseaux sont censés avoir une protection quand même, donc on parle du champ de Jailer qui est là pour protéger justement des créatures du Warp, mais bon, pourquoi il permet pas justement d'empêcher ces ouvertures de Firewarp? Après, on peut se dire aussi que il peut être mis en marche qu'à un moment donné, et qu'il fonctionne en mode économie d'énergie, et il se protège uniquement lui-même à un moment donné constamment, et puis c'est que quand on voyage dans le Warp qu'on va étendre justement sa portée. Maintenant, vu tous les désagréments avec les Firewarp qui permettent justement aux démons de se matérialiser directement sur la passerelle et de décapiter le commandement, je pense quand même que dans les procédures impériales et AdMech, il faudrait déclencher le champ de Jailer à partir du moment où il y a une bataille avec des démons. Voilà. Donc si je peux donner un petit conseil comme ça à Mars, je leur enverrai un petit email sur la nosphère. Mais bon, ce qui se passe ensuite, je vous en passe un petit peu les détails, mais bien sûr, les forces Skitarii sont submergées, voilà, et puis simplement dans un dernier acte, un des démons majeurs qui s'est matérialisé sur la passerelle donne simplement l'ordre à toute la flotte de se diriger au centre de l'étoile du système. Voilà. Fin de la flotte de Kroll. Voilà. Donc c'est une fin qui est assez abrupte en fait, et au moins il y a un début, il y a une fin. Je ne m'attendais pas forcément à ce que ça se termine aussi prestement, mais voilà, au moins il n'y a pas de... Ce que j'aime en fait dans cette partie-là, c'est qu'au moins on a vraiment justement, quand je le vois, je me répète, mais un début, une fin, et c'est pas... On vous dit, il se passe quelque chose, il y a un combat, mais on ne vous donne pas la fin. Oh, il y a un combat à nouveau, mais on ne vous donne pas la fin. Et puis au final, vous n'avez rien appris. Là, on a vraiment appris des choses. On a appris que les Necrons, en fait, viennent intervenir auprès du Mechanicus pour justement leur donner des armes permettant de lutter contre le chaos. Mais que, du coup, ça détruit aussi tous les serviteurs du Machine, parce qu'ils utilisent quand même, malgré tout, une sorte de pouvoir du War pour communiquer, ne serait-ce qu'avec la nosphère ou ce genre de choses. Et le champ nullificateur ne lui fait pas vraiment la différence entre le Mechanicus et la nosphère, on va dire, les Gaze qui sont à l'intérieur des Knights, et puis justement les forces démoniaques, etc. Donc voilà. Et puis après, on se termine juste sur l'écho de l'éveil. Voilà, dans cette partie, vous le savez, on met toujours en fait des petites brides comme ça de textes, voilà, qui ne sont pas forcément rattachés les uns avec les autres. Et puis on a quand même cette interrogation, justement, donc la baronne qui interroge Kroll et qui lui dit, bon, tu sais que tu as causé la perte de beaucoup de membres de ma maisonnée, c'était par ta faute. Et du coup, Kroll se défend, dit, oui, mais j'ai découvert une technologie qui permet de lutter contre le Warp et puis d'annihiler complètement, en fait, de purger toute la sorcellerie. C'est possible, ne prends pas pour une sotte, la sorcellerie sera purgée par le fer et le feu, et peut-être éradiquée.
Oui, mais par l'Omnimécie, je jure que c'est vrai, il est possible d'en ajuster la tolérance. Nous le partageons avec la maison terrine. Vous pourrez anéantir tous les psys et tous les sorciers. Et du coup, bon, montrez-moi. Donc ça, c'est l'interrogatoire, hein, justement. Et comme en fait, il est possible peut-être... Alors on ne sait pas s'il bluffe ou pas, parce qu'il y a un passage où on nous dit que Kroll en fait ne comprend pas totalement en fait le fonctionnement. Est-ce qu'il est possible de diminuer en fait le fonctionnement de cette bombe pour justement qu'elle n'altère que les démons et pas les Imperial Knights? Eh bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être que bientôt, on découvrira que la maison terrine a cette spécificité. Et comme vous le savez, je pense qu'il va y avoir en fait ce contre-coup, c'est-à-dire qu'avec la V8, on a vraiment le chaos, la Secretus Maledictum, tout réapparaît. Et puis, je pense qu'en fait, avec la V9 qui se profile, le fleuve va vraiment être très très riche, très intéressant. Bien sûr, je vous en parlerai en long, en large et en travers. Et je ne serais pas étonné que justement il y ait ce contrepoids, un contrepoids qui soit amené justement par les nécrons, hein, parce que c'est typiquement les nécrons qui sont le plus à même de lutter contre les démons, parce que justement eux ont cette technologie, hein, les piliers de Cadia, vous savez, c'est origine nécron. Donc voilà, ça laisse présager de très bonnes choses, et en tout cas je suis assez content parce qu'au moins ce tome-ci, niveau fluff, eh bien on se moque un peu moins de nous, parce que c'est vrai que les autres, j'avoue qu'il y en a certains, il y a vraiment eu des hauts et des bas, et là j'espère que on a fait un creux de vague et qu'on va remonter, et j'attends avec impatience, bien sûr, le prochain avec Fabius Bill. En tout cas, merci à vous, et à bientôt.